Bon, donc on peut commencer. Bonjour à ceux qui sont là et éventuellement ceux qui se rajouteront pour cette séance du cycle de conférence Ville terrestre qui est organisée ici au CELAT Alcan. Je vais commencer par la déclaration de reconnaissance territoriale, mais juste peut-être avant toute chose aussi rappeler que bon, dans le cadre d'un séminaire ou d'un cycle de conférence qui s'intitule Ville terrestre, on avait évoqué justement la semaine dernière peut-être certains aspects des fois qui sont problématiques des déclarations de reconnaissance territoriale, qui sont justement en quelque sorte la désincarnation, l'abstraction d'une problématique, alors que l'enjeu d'une reconnaissance territoriale, c'est justement de restituer, en quelque sorte, un discours dans un espace concret qui est traversé de problématiques politiques et d'héritage historique. L'idée, c'est de nous sensibiliser, en quelque sorte, à la spécificité, la singularité la singularité territoriale, en quelque sorte, d'une situation elle-même terrestre et d'un héritage politique. Donc, l'idée donc de la reconnaissance territoriale, c'est justement pas de nous enlever du travail, mais de nous inviter à faire davantage de travail, de ne pas mettre ça sur les épaules des communautés qui elles-mêmes sont affectées. Donc, nous reconnaissons qu'on se réunit aujourd'hui sur un territoire autochtone et non cédé, qui était député depuis longtemps par différentes Premières Nations, qui est encore aujourd'hui un lieu de rencontre entre différents peuples autochtones et allochtones. Nous saluons particulièrement les Kanien'kehá:ka, la nation gardienne des terres et des eaux qui forment aujourd'hui Montréal. On reconnaît que la colonisation a eu des effets dévastateurs sur les sociétés, sur les cultures autochtones. On a entre autres mentionné l'histoire récente des pensionnats autochtones, la mort et la souffrance de milliers d'enfants qui ont vécu, et nous reconnaissons aussi le rôle du Canada dans la race des années 60 et d'autres milliers d'enfants qui furent enlevés à leurs parents à travers la loi sur la protection de la jeunesse. Et aujourd'hui encore, on voit souligner la disparition de milliers de femmes autochtones qui demeurent inexpliquées. Nous reconnaissons donc que le colonialisme perdure aujourd'hui dans les politiques et institutions canadiennes, dont l'université. Le racisme systémique marque le fonctionnement de nos institutions et en tant qu'universitaires, nous nous engageons à nous renseigner, à nous éduquer et à contribuer à une prise de conscience, aussi à développer une connaissance sur l'histoire autochtone, l'histoire coloniale et les revendications des coloniales autochtones, de même qu'à valoriser la place et les voix autochtones dans nos enseignements. Aujourd'hui, nous sommes donc très contents pour cette troisième séance du cycle de conférences Ville-terrestre de recevoir Yann Grenier, qui est nouvellement professeur à l'Université Laval, à l'École de travail social et de criminologie. Il est politologue, anthropologue, et il a d'ailleurs été membre du CELAT pendant quand même plusieurs années en tant qu'étudiant au doctorat sous la direction de Francine Saillant. Il a rédigé une thèse donc dirigée par Francine Saillant, de même que par Patrick Fougerola, qui avait pour titre l'expérience de déplacement des personnes ayant des incapacités dans la ville de Québec pour une anthropologie ontologique du handicap, soutenue en quelle année déjà? En 2020. 2020. Il a ensuite il a eu la malchance d'avoir un stage postdoctoral en anthropologie au moment même où il y avait la COVID, mais il a fait effectuer un stage postdoctoral à New York University de 2000, dans les années récentes pour continuer ses recherches sur les politiques et l'anthropologie du handicap. Et depuis cette année, en fait, il est professeur à l'École de travail social à l'Université Laval. Il va donc vous présenter sa communication, sa conférence intitulée Écologie et agencement et non pas assemblage. J'ai dû faire un lapsus à un moment en ne copiant et collant pas le bon titre quand j'ai transmis les informations. Écologie et agencement de l'accessibilité. Donc, parfait. Merci beaucoup, Troy. Je tente justement de revoir le contrôle sur mes choses. Ça semble un peu pris de mon côté. Slideshow. Merci. Bon, on devrait être correct. Donc, merci à toutes et à tous d'être ici et de m'accueillir aujourd'hui.
J'essaie de reprendre le contrôle sur ma technologie, mais ça devrait y aller. Donc, la conférence, aujourd'hui, je me suis posé la question à savoir qu'est-ce que j'allais vous présenter, surtout quand on considère que c'est dans le cadre d'un cours universitaire, hein, qu'on s'intéresse justement aux questions urbanistiques, les questions d'écologie aussi, mais comment est-ce qu'on occupe, comment est-ce qu'on habite nos environnements. Donc, je vais changer de slide. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que je vais vous présenter différents projets euh, que j'ai menés, mais auxquels j'ai participé aussi. Et je vais vous parler un peu euh, des orientations théoriques, mais aussi comment j'ai articulé ça au niveau de la méthodologie. Parce que certaines de ces questions-là posent problème méthodologiquement. On veut travailler sur ces questions-là, mais c'est des questions qui demeurent abstraites. Mais comment est-ce qu'on est capable euh, de s'insérer dans des agencements concrets et comment est-ce qu'on est capable justement de les observer, de les documenter de l'intérieur? Donc, on va commencer ça ici. Donc, euh, un petit sommaire. Moi, je m'intéresse, hein, je suis spécialisé sur les questions de handicap, c'est ma majeure, c'est vraiment là où je me trouve. Donc, afin de bien commencer, on va commencer avec une définition des concepts de handicap et d'accessibilité. Et ensuite, on va passer à certaines spécifications et clarifications conceptuelles. Et ça va se faire à travers quelques exemples, justement, de projets récents que j'ai menés, dont la thèse que Troy vient de mentionner. Et je vais aborder euh, le champ conceptuel à travers la thèse ensuite. J'ai mené un documentaire qui s'est intitulé Futur antérieur que j'ai fait à Québec sur l'historique du mouvement des personnes handicapées. Et je vais vous présenter un petit segment de ça. Ensuite, je vais vous présenter quelque chose que j'ai fait à New York et un projet en cours pour lequel j'ai écrit un article qui est en publication en ce moment-ci, mais avec un terrain qui s'en vient au Nunavut, justement. Comment redéfinir l'accès, comment redéfinir le handicap à travers les perspectives autochtones, une perspective nordique, et comment s'intéresser au territoire et aux différentes manières que les personnes le vivent, mais aussi hein, comment est-ce qu'ils pressentent devenir sur ce territoire-là. Donc, euh, pour commencer, il y a plusieurs modèles hein, qui existent par rapport au handicap. Et chacun de ces modèles-là va situer des éléments qui vont appartenir soit à la personne, soit à l'environnement. Donc, les différentes classifications vont définir une ontologie particulière du handicap et vont aussi déterminer certaines possibilités de considération et d'intervention, parce qu'on fait appel à une épistémologie aussi. Là. Donc, tout ça, c'est interrelié dans chacun des modèles. Le modèle encapsule à la fois ce qu'on considère comme étant réel, hein, ce qu'on considère comme étant les composantes ontologiques du monde, la connaissance qu'on peut avoir sur celle-ci, ça c'est vraiment le champ épistémologique, puis ensuite, comment est-ce qu'on est capable d'intervenir? Bien, où on intervient aussi? Est-ce qu'on intervient sur la personne? Est-ce qu'on intervient sur l'environnement? Donc, on réduit les modèles hein, parce qu'on veut donner une explication qui est quand même succincte. Le modèle biomédical, d'une part, lui, il va présenter le handicap comme étant une affaire individualisée. Hein. Le handicap se trouve dans la personne et on va lier la déficience avec justement des orientations au niveau des interventions. Les interventions vont se faire sur le corps, vont se faire justement sur l'esprit de la personne. Et on parlait de mise à l'écart justement au niveau des institutions. Le modèle biomédical a marqué le handicap dans son histoire jusqu'à peu près les années 80. Donc, en contrepartie et en, en résistance à ce modèle-là, on a eu ce qu'on appelle le modèle social. Donc, le modèle social va être euh, est né justement, je vais enlever mes écouteurs parce que c'est trop dérangeant, est né justement de l'effort des militants, hein, des personnes handicapées euh, qui ont pris en charge leur propre existence. Justement, ils disaient non, le handicap, nous, c'est pas dans notre corps. Hein, le handicap qui est produit par l'environnement. Et donc, à partir de là, c'est l'environnement qui nous rend handicapés. Donc, il y a tout un déplacement de la lorgnette, justement, qui va faire du handicap une question politique, une question sociale, qui va placer le handicap du côté de l'environnement.
et justement qui va politiser l'environnement. Donc, et ensuite, on a un autre modèle qui est le modèle des droits, qui va aborder le handicap comme un déficit d'exercice des droits. Donc, une société qui ne permet pas l'exercice de la citoyenneté et de la participation sociale va produire des conditions ou des situations de handicap. Donc, on voit là qu'il y a vraiment une transformation dans le langage euh, et le handicap, dans ce modèle-là, va devenir une question de droit et de justice. Donc, finalement, on a la perspective minoritaire qui est plus populaire aux États-Unis, qui va placer le handicap comme étant une différence, en fait, euh, et qui va le considérer à travers justement les processus de minorisation, au même titre que les groupes de personnes racisées, les personnes qui font partie de la communauté LGBTQ+, les femmes, par exemple. Donc, le handicap, dans ce modèle-là, devient une question de représentation. Les différents modèles normatifs et anthropologiques et ceux qu'on retrouve justement dans les études sur le handicap, les disability studies, bien qu'ils vont reconnaître justement les éléments personnels et les éléments environnementaux qui constituent le phénomène du handicap, vont être limités à certaines interprétations épistémologiques et représentationnelles du handicap et de l'idée des droits. Euh, Shakespeare et Watson, qui sont deux penseurs justement du handicap, vont avoir fait remarquer que la plupart de ces modèles-là vont ignorer les processus qui sont sous-jacents à la production du handicap. Donc, on se retrouve justement avec c'est une mauvaise expression, mais un point aveugle, en fait. Alors, comment est-ce que les situations de handicap se produisent? Comment est-ce qu'on s'intéresse à ces questions-là? Donc, les modèles actuels sont quand même assez pose justement un challenge, une difficulté à essayer de savoir comment est-ce qu'on aborde le handicap dans sa production. Hein. On parle d'individu. Je pense que Troy vous a parlé d'individuation dans le cours. Comment justement est-ce que les situations de handicap sont produites? Comment est-ce que c'est ces situations, soit de déni de droit, par exemple, vont se produire ou comment justement la marginalisation, l'ostracisation, comment ça se produit. Donc, il y a vraiment cette question-là là, qui vient au centre, à savoir qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on s'y prend. Donc, euh, tout cet appareillage-là, à ce moment-ci, surtout au niveau des droits humains, ne suffit pas à expliquer l'aspect historique du désavantage social des personnes et ni les conditions réelles de cette production-là. Donc, lorsqu'on va s'intéresser aux questions ontologiques, c'est-à-dire les questions de l'être, hein, les questions du devenir, on est en droit de se demander quel modèle peut prendre en considération ces différents processus-là. Donc, c'est un peu ce que j'ai tenté de faire. C'est une réflexion que j'ai depuis plusieurs années, en fait, et j'ai essayé de formaliser ça à travers ma thèse et c'est ce qu'on va voir tantôt. Euh, le point, oh, ça se promène tout seul, désolé. Le point de départ, justement, de cette réflexion-là vient à travers le modèle de développement humain, processus de production du handicap. Le MDH-PPH, mon co-directeur de thèse, Patrick Faugerolard, c'est celui là, qui a élaboré ce modèle-là, qui l'a mis en place. Et c'est un modèle qui est écosystémique. Ça a vraiment servi de base à ma réflexion. Euh, et je pense que pour une réflexion sur l'écologie, une réflexion sur les agencements, ce modèle-là devient vraiment intéressant pour du moins penser la base. Donc, d'un côté, on a ce qu'on appelle les facteurs personnels, ce qui appartient à la personne, et d'autre côté, on a les facteurs environnementaux, ce qui va appartenir à l'environnement relatif de la personne, et les habitudes de vie. Hein. Comment est-ce qu'on agit, comment est-ce qu'on habite notre environnement. Donc, vous voyez, là, j'ai déjà des concepts là, qui viennent avec ça. Dans le modèle, ce n'est pas nécessairement défini de cette manière-là. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir justement comment le développement humain, comment les situations de participation sociale, les situations de handicap vont être produites justement dans une interaction qui peut être positive ou négative entre justement la personne, son environnement et la réalisation de ses habitudes de vie. Et ça, c'est quelque chose qui va s'établir dans la durée, hein, qui va s'établir dans le temps.
Donc, le modèle nous permet justement de penser l'action individuelle dans le temps, mais aussi à travers différentes échelles. Si on le voit là, au niveau à droite, on a le micro-environnement, hein, qui est l'environnement personnel de la personne, vraiment à proximité. Ensuite, on a le méso-environnement, ce qui appartient au niveau communautaire. Hein, on peut parler de la ville, par exemple, du village, du quartier. Et on va avoir le macro-environnement, ce qui va être relatif justement à la culture, aux lois, à l'économie, hein, tout le niveau gouvernemental. Donc, à partir de là, c'est un modèle qui nous permet d'identifier l'ensemble des facteurs qui vont venir intervenir dans une situation. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai commencé ma réflexion. Et je me suis posé de cette façon-là, savoir justement comment est-ce qu'on considère la personne dans son environnement, comment est-ce qu'on considère la situation, comment est-ce qu'on considère la temporalisation justement de cette situation-là au cours d'une vie aussi, mais comment ça nous permet de voir quels sont les éléments qui participent hein, au processus d'individuation qui vont se retrouver à différentes strates de l'assemblage. Donc, je me promène un peu entre les deux modèles à ce moment-ci, mais c'est que ça nous permet justement d'aller de ce côté-là, de se poser la question, comment est-ce que le handicap va être produit, comment est-ce que le handicap euh, va se matérialiser justement dans la vie des gens. On garde justement le handicap comme étant un processus. Ça, je vais changer de slide, je vais vous en parler un petit peu plus. Donc ici, euh, je vais vous donner une définition du handicap qui fonctionne quand même pour les besoins de la chose. Donc, la définition au niveau de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, c'est le point E du préambule, va avoir comme point de départ, il va nous dire que le handicap est un concept en évolution et le handicap résulte de l'interaction entre les personnes ayant des déficiences et les obstacles attitudinaux et environnementaux qui entravent leur participation pleine et effective à la société sur un pied d'égalité avec les autres personnes. Donc, on se retrouve ici avec justement le concept de justice, le concept d'égalité, mais on est capable de considérer justement les aspects sociaux et les aspects environnementaux, physiques ou technologiques dans la manière justement que les personnes peuvent interagir avec leur environnement. Donc, cette définition-là reconnaît hein, très largement que le handicap, c'est un concept ou un phénomène relationnel qui va dépendre des territoires et des cultures ou des périodes, parce qu'on dit que ça change dans le temps et c'est pas quelque chose qui est constant. On n'a pas une définition là, qui est très universelle du handicap, c'est quelque chose qui reste à contextualiser. On va reconnaître aussi le rôle de la relation entre les organismes, hein, l'organisme humain, en fait, et l'environnement avec ses différents facilitateurs et ses obstacles. Mais aussi, on va reconnaître que les situations de handicap et de participation vont dépendre de la distribution de ces éléments au niveau individuel et collectif. Donc déjà là, ça nous donne un bon point de départ, justement, pour comprendre le handicap comme phénomène processuel et spatio-temporel. Donc, je pense que ça va. Donc, ensuite, on tombe avec la question de l'accès. Hein, parce que si on parle de handicap, si on parle de la relation à l'environnement, euh, la question de l'accès devient fondamentale. Ici, je vous réfère à un article qu'on a écrit en 2015 qui s'appelle Handicap, environnement, participation sociale et droits humains, du concept d'accès à sa mesure. Donc, je ne vous parlerai pas de l'ensemble, justement, de l'article, mais juste du concept d'accès. Le concept d'accès, c'est un concept qui est polysémique, en fait, qui veut dire beaucoup de choses. D'une part, on va l'utiliser de manière générique pour décrire hein, l'exercice des droits humains. Et ensuite, on va l'utiliser de manière spécifique aussi pour euh, décrire la réponse aux besoins des populations particulières. Et on va avoir une utilisation indifférenciée selon les domaines. Hein. Quand on parle justement l'accès aux environnements urbains, l'accès à la médecine, l'accès sur Internet, c'est un terme qui est un peu fourre-tout qu'on utilise, mais qui va toujours trouver euh, son application spécifique et il va avoir tout un espèce de déploiement technique autour de l'accès, il va avoir un déploiement de normes, tout ça. Et c'est comme ça qu'on va le penser. Sauf que
En tant qu'anthropologue, c'est correct. Au niveau normatif, là, c'est important justement que le concept d'accès fonctionne et qui nous permette justement là, d'établir des règles, d'établir des orientations. Mais en tant qu'anthropologue, on se pose la question, l'accès, ça veut dire quoi du point de vue des personnes? Donc, est-ce qu'on peut avoir une considération politique de l'accès? Est-ce qu'on peut avoir une considération existentielle? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, justement, l'accès pour les personnes dans leur vie quotidienne et sur le terrain? Donc, je vous donne je vous donne une définition ici que je n'ai pas mis dans le slide, mais je vais vous la lire, en fait. Et ça va reprendre plusieurs choses là, qui ont été nommées ici, là. Donc, l'accès est une condition essentielle de la participation sociale et de l'exercice des droits humains de tous les citoyens, indifféremment de leurs caractéristiques fonctionnelles et individuelles sur le plan identitaire, leur permettant de bénéficier des ressources et opportunités que la collectivité peut leur offrir. Ce faisant, l'accès est le vecteur social de l'idéal de justice sociale, d'équité et d'égalité des chances. Cela dit, le concept d'accès est polyvalent puisqu'il est abordé par plusieurs disciplines interprétant différemment le concept et ses composantes, ce qui en fait un concept investi de plusieurs sens et donc sans définition formelle, que ce soit en sciences de la santé, géographie, économie, éducation, urbanisme, droit, etc. Le concept d'accès est toujours dévoilé sous un angle spécifique. Cette approche en vase clos participe à la confusion que constatent plusieurs auteurs devant le désir d'élaborer une définition opératoire cohérente avec l'ensemble des disciplines interpellées. Malgré les différentes acceptations de la notion d'accès, il est intéressant de se pencher sur les diverses composantes qui opérationnalisent le concept. Plus récemment, et c'est un peu en même temps que moi je faisais ma thèse, Amray et Fitch ont publié ce qu'on appelle le CRIP Manifesto. Et dans ce manifeste-là, les auteurs vont expliquer que la technoscience, en fait, lorsque portée sur le handicap, va avoir tendance à faire du handicap une expérience personnelle de la déficience plutôt qu'une expérience politique collective de la production et du démantèlement des mondes. Ce que ça veut nous dire, en fait, la question d'accès, c'est comment est-ce qu'on rend quelque chose accessible à une personne. Mais en même temps, dans le CRIP Manifesto, c'est qu'on reconnaît justement cet aspect politique-là et il y a quelque chose de collectif au niveau de l'accès. Donc, la tendance justement à réduire ça à une question individuelle d'accès va avoir deux conséquences hein, chez Amray et Fritsch. C'est que, premièrement, les personnes qui vivent des situations de handicap vont être perçues comme étant dépendantes et le but de la technoscience va être d'encourager leur indépendance. Deuxièmement, le handicap et la technologie vont être perçus comme deux domaines apolitiques et comme des phénomènes qui sont stables, plutôt qu'un ensemble d'enchevêtrements matériels et discursifs qui prennent forme à travers des conflits, des luttes, des négociations, mais aussi de la créativité de la part des individus et des collectifs. Donc, je vous dis tout ça parce que euh, à avoir travaillé dans le domaine du handicap pendant plusieurs années, d'une part dans un centre de réadaptation, moi j'ai vu ces tendances-là hein, se matérialiser, j'ai vu ces tendances-là se passer à travers des projets de recherche, tout ça. Et moi, j'ai fait ma thèse sur cette question-là parce que j'avais une insatisfaction. Je voyais justement le concept politique, je le pensais déjà à la base comme ça. Donc, c'est comme ça que je me suis inséré justement dans ma démarche. Donc, et la contrepartie, je me suis intéressé justement aux différentes pensées post-structuralistes au niveau, surtout de Deleuze et Guattari. Je travaillais sur Foucault beaucoup préalablement à ça, mais euh, la pensée de l'agencement, pour moi, a toujours été quelque chose d'important, toujours été quelque chose de fondamental. Donc, euh, et je vais vous lire justement la définition que Deleuze et Guattari en donnent, ben, que Deleuze en donne dans son livre avec Tarnet, dans Dialogue, beaucoup plus tard. Mais il va nous dire que l'agencement, c'est une multiplicité qui comporte beaucoup de termes hétérogènes et qui établit des liaisons, des relations entre eux à travers des âges, des sexes, des règnes, des natures différentes. Aussi, la seule unité de l'agencement est de confonctionnement. Donc, c'est une symbiose, une sympathie.
Ce qui est important, ce ne sont jamais les filiations, mais les alliances et les alliages. Ce ne sont donc pas les hérédités, les tendances, mais les contagions, les épidémies, le vent. Un animal, ou un humain par exemple, va se définir moins par son genre ou son espèce, ses organes et ses fonctions, que par les agencements dans lesquels il entre. Donc, concept philosophique lié à toute une pensée là, qui est riche, mais ce qui est intéressant avec cette pensée-là, c'est que ça vient s'agencer, en fait, à une pensée écosystémique ou écologique du handicap. Donc, on comprend justement que la personne se définit moins par ses caractéristiques personnelles que par ses fonctions, que par les agencements par lesquels ou dans lesquels il ou elle entre. Ça devient intéressant parce que ça nous permet justement de penser la définition du handicap, la définition de la personne dans son individuation, à travers son environnement, à travers son milieu, à travers la ville, par exemple. Hein. Puis là, on va y venir. Donc, ça nous permet aussi de voir comment hein, un ensemble de termes hétérogènes qui vont s'établir dans des liaisons entre strates, justement au niveau des différentes situations qui sont vécues par les personnes. Euh, donc, à ce moment-ci, si on reprend cette définition-là, puis on essaie de se l'appliquer à notre considération. Donc, ça va signifier que les différents acteurs urbains, par exemple, que les formes, les processus vont être définis moins par une définition prédéterminée et plus par des agencements, justement, qui vont être en présence. Donc, il faut s'intéresser à cette question-là, justement, euh, au niveau du handicap. Ça, c'est ma proposition d'ensemble. Donc, on peut passer ailleurs ici. Donc, et il y a une autre chose que je voulais peut-être vous parler, peut-être 2 petites secondes avant de commencer et vous donner des exemples. Donc, chez Guettari, par exemple, dans Qu'est-ce que l'écosophie? Hein, il nous parle de l'écologie et ça nous permet de penser l'écologie un peu différemment. Au lieu de penser l'écologie comme étant quelque chose de stable, quelque chose qui n'est pas nécessairement quelque chose qui est dynamique, mais quelque chose qui est déjà là, un espèce d'étang. Donc, il va nous dire si on n'opère pas une jonction entre l'écologie de l'environnement, une écologie du social et une écologie du mental, l'écologie basculera inexorablement vers un conservatisme, vers le maintien du statu quo, voire vers des politiques autoritaires de régulation et un nouveau type d'étatisme et de socialisme réducteur. Régulation autoritaire assortie d'un retour à la nature avec tout ce que cela comporte de connotations fascistes. Donc, de penser le handicap à travers les agencements, à travers une écologie, justement, qui est dynamique, qui considère à la fois l'écologie naturelle, l'écologie sociale, mais aussi l'écologie du mental, nous permet de penser le handicap dans des termes écologiques, mais une écologie du devenir. Hein. C'est vraiment comme ça que je m'insère. Donc, on va parler de description, on va décrire des choses, mais aussi on va essayer de décrire les stratégies d'habitation hein, individuelles et collectives que les gens ont mis de l'avant. Donc, je vous présente hein, 4 écologies ou 4 agencements de l'accès à travers différents projets que j'ai menés depuis disons 2015 peut-être. Donc, il y a pas nécessairement de. Il y a une certaine cohérence dans la pensée entre les projets et c'est quelque chose que je remarque à ce moment-ci à travers l'expérience que je fais avec vous, justement, d'essayer de mettre ça ensemble. Euh, mais souvent, c'est quelque chose que je fais sans trop y réfléchir. En fait, c'est vraiment une tendance que j'ai adoptée et on va essayer de voir comment ce type de pensée-là peut justement s'actualiser dans différents projets. Donc, premier projet, c'est le projet de thèse hein, qui a été défendu en 2020 et qui s'intitule L'expérience de déplacement des personnes ayant des incapacités dans la ville de Québec pour une anthropologie ontologique du handicap. Donc, le cadre théorique, hein, on a essayé de penser l'agencement machinique hein, qu'est la ville comme un lieu de l'habiter. Et donc, j'ai essayé de mettre ensemble justement différents champs théoriques qui normalement se rencontrent pas nécessairement, mais l'intérêt, c'est peut-être justement de cette rencontre-là. Donc, premièrement,
la ville comme agencement machinique. Et ça, j'ai repris des éléments chez Deleuze et Guattari, chez Buchanan et Treff et Amin aussi, qui sont des géographes que vous connaissez peut-être. Ensuite, la ville comme lieu de production de l'habité. Hein. J'ai revisité Heidegger avec tout ce que ça contient, mais aussi penser l'habiter à travers Harvey, à travers Macy, qui étaient des auteurs marxistes, à travers Mathieu, à travers Ingold, Tim Ingold, que vous connaissez peut-être, qui est anthropologue, et que lui a pensé justement l'ontologie de l'habiter. Et finalement, de recouper ça sur la question de la mobilité dans la ville à travers d'autres géographes, justement, au niveau de Cresswell, Urey, Scheller. Donc, c'est ce mélange-là, un petit peu hétéroclite, hein, que j'ai essayé de faire du sens à travers ça dans la thèse. Donc, ça, ça donne le ton un peu là, sur comment est-ce qu'on habite la ville, comment est-ce qu'on habite l'agencement de la ville à travers justement nos différentes expériences de mobilité. Donc, ça veut dire quoi tout ça? Donc, les agencements machiniques de la ville, en fait, donc ça, c'est inspiré justement, ce que je vous disais, de Deleuze et Guattari. Et ça va aborder la ville comme écologie générale et multistrate des vies individuelles. Donc, la ville va être conçue comme un agencement machinique hein, de différents dispositifs, d'objets, d'outils. On pense ici, hein, je vous rappelle justement le modèle du MDH-PPH. On pense ici aux différentes lois, par exemple, aux programmes, aux différentes infrastructures de déplacement, aux modalités d'habitation, aux modalités de transport. Donc, la ville va devenir, en ce sens, un ensemble socio-technique et qu'on doit considérer les différents rouages, hein, les différents fonctionnements. Chez Amin et Triff, la ville moderne en tant que mécanosphère, hein, c'est un autre terme qui a été mis de l'avant chez Deleuze et Guattari, qui a été repris par les auteurs, va devenir en ce sens, hein, là je vous donne une citation, un espace de flux, de mélange et d'enchevêtrement et de hiérarchie des diverses relations plutôt qu'une courte pointe de différentes communautés. Donc, dans l'agencement machinique, tout fonctionne en même temps et ça produit des effets. Donc, c'est d'essayer de prendre justement cette écologie dynamique-là des différentes strates, les strates matérielles, les strates discursives, les strates sociales, hein, de comprendre ça d'un seul et même mouvement, à savoir comment ça teinte les situations, comment ça teinte les différentes situations de mobilité que les personnes rencontrent. Donc, et aussi, la personne ayant des incapacités va être agencée aux choses de la ville dans des situations vécues, des situations qui sont réelles. Et ceci va poser le handicap justement comme étant une construction qui n'est pas exclusivement humaine, hein, comme le modèle social nous disait, parce que ça va dépendre d'un ensemble de facteurs physiques, sociaux, technologiques qui vont être rencontrés dans une situation. Et les agencements vont connecter des éléments des différentes échelles, hein, je vous mentionnais tantôt, et ça nous permet d'identifier des facteurs qui vont appartenir à différents domaines et qui, par leur combinaison, vont produire des affects pour l'être ou son devenir et vont organiser ces différentes possibilités. Donc, là, il y a tout un ensemble conceptuel, là, puis on passe assez rapidement là-dessus, mais donc les machines hein, et les habitants de la ville sont déjà organisés dans son phylum. Ça veut dire que la ville impose des fonctions, va imposer un rythme, va imposer une cadence et une direction aux différents usages du corps. Donc, pour les personnes, la régularité des habitudes quotidiennes repose sur la constance des systèmes, sur la régularité de leur output, mais aussi sur leur visée affective. Donc, la vie quotidienne et les habitudes qui y sont associées vont résulter d'une distribution particulière hein, des acteurs matériels, des acteurs sociaux et sémiotiques, donc qui vont coder, ils vont imposer un rythme singulier dans la ville. Donc, on n'est jamais à l'extérieur, on n'est jamais tout seul, on est toujours dans un milieu, toujours dans un environnement. Et cet environnement-là nous offre des possibilités, mais aussi pose des obstacles. Donc, il faut considérer que la quotidienneté, hein, ce qu'on vit de manière quotidienne, c'est déjà un effet de la ville et de ses conditions de reproductibilité.
Donc, le concept d'agencement ici va montrer fondamentalement la complexité relationnelle de la ville et va porter vers un changement de lexique pour un langage qui traduit la complexité et les composantes relationnelles. Et ça va considérer euh, qu'une chose ou un corps, par exemple, est toujours agencé à d'autres. Donc, c'est vraiment de garder ça, toujours le rapport au milieu, le rapport à la situation et comment on dépend de ce qui compose la situation. Donc, finalement, la subjectivité, tout autant que le handicap, dans cette perspective-là, sont produits socialement et, conséquemment, peuvent aussi être transformés par des modifications dans les agencements concrets. Je vais peut-être passer rapidement sur le concept d'habiter pour qu'on puisse aller un petit peu plus loin. Euh, donc, c'est ça. Je me suis intéressé aussi à la mobilité. C'est vraiment ça, hein. Je parle de l'habitation du monde à travers la mobilité, comme la mobilité comme étant vraiment un point d'entrée, euh, justement, sur la considération du devenir dans la ville. Donc, la mobilité va prendre différentes significations, hein, va devenir d'une part une sphère d'utopie, de planification, d'intervention pour les différents constructeurs, hein, les planificateurs, les urbanistes, mais il va aussi être une expérience vécue qui va spatialiser l'aide des personnes dans la ville et qui va offrir des conditions du devenir. Et pour moi, en fait, dans ma perspective, la mobilité a occupé justement la fonction de clé d'entrée euh, dans les agencements et dans les formes d'habitation, les modalités d'existence ou les modes d'existence dans la ville. Donc, le déplacement hors de la maison va faire partie d'un chez-soi, hein, un chez-soi qui est élargi par la prise d'habitude et va contribuer justement à l'établissement de ces différents modes d'existence. Là. Je saute des slides, on va vite là-dessus. Donc, euh, la question de recherche, hein, je me suis posé la question de quelle manière les configurations humaines et non humaines en milieu urbain participent-elles aux situations de handicap et inversement aux situations de participation sociale et d'exercice des droits euh, lors des déplacements dans la ville. Donc, il y a un paquet de sous-questions là, qui sont venues avec ça et celles-ci vont avoir considéré justement les objets matériels et discursifs, mais aussi hein, les considérations pour les humains qui vont participer dans ces agencements-là et qui vont déterminer l'expérience d'un handicap. Donc, on se pose la première question, on veut faire une ontologie de ça, on veut essayer de décrire qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui participe aux situations. Donc, on va taxonomiser, on va identifier, on va décrire. Donc, on se pose la question, quels objets dans la ville participent au déplacement des personnes, aux possibilités de participation sociale et à la production de situations de handicap? De quelle manière organise-t-il le déplacement des personnes? Quelles sont les relations entretenues entre les personnes handicapées et les objets, les technologies, les infrastructures et la ville? Lorsqu'assemblés aux personnes, quelle influence ces éléments ont-ils sur la participation sociale, la production ou le maintien des situations de handicap? Donc, quelles sont les normes d'aménagement des espaces publics et de construction d'objets et d'infrastructures et comment sont-elles mobilisées par les acteurs de la ville? Donc, ces sous-questions-là ont fait l'objet justement de différentes observations in situ des déplacements des personnes et à travers justement aussi là, avec les groupes de défense de droit, mais aussi différents moments de concertation avec les représentants de la ville. Donc, les différents objectifs de recherche étaient de décrire sous forme d'ontographie, une espèce de graphie de l'être ou du moins du devenir, l'expérience du déplacement des personnes ayant des incapacités dans leur relation concrète à leur environnement physique et sociaux. On voulait identifier dans les différents lieux visités les actants matériels ou qui soient humains, non humains, mais aussi les actants sémiotiques qui participent à l'expérience et on voulait enregistrer comment ils influent l'être et le devenir des personnes handicapées. On voulait cartographier aussi les expériences individuelles et collectives de déplacement en y associant les actants et des narrations. On a voulu identifier les éléments des agencements aux échelles micro, méso et macro. On voulait élaborer une taxonomie des différents éléments sociaux et physiques qui jouent un rôle dans la mobilité des personnes ayant des incapacités dans la ville de Québec
et fournir un matériel riche qui va faciliter l'analyse de l'état du déplacement des personnes et de leur mode d'être. Ça, c'est vraiment, dans la thèse, c'est comme ça que c'était formulé comme modalité. Donc, au niveau de la méthodologie, c'était justement d'avoir un projet ontographique, là, ben, ethnographique, mais vraiment avec une considération justement pour l'être, le devenir, plutôt que le rapport culturel ou les représentations. Donc, on a voulu capter l'expérience vécue des personnes, identifier les agencements, personnes, environnements qui participent au déplacement, montrer la ville telle que vécue du point de vue des personnes, permettre une narration de l'expérience de déplacement, cartographier les déplacements des personnes, mieux comprendre les choix, les restrictions de déplacement et évaluer l'impact sur les choix, les habitudes de déplacement et les situations de handicap et de participation sociale et finalement comprendre comment la ville détermine les possibilités des personnes. Donc, pour faire ça ici, on a utilisé différentes modalités pour essayer de comprendre ça. Et ce qui a été difficile, c'est justement de passer de considérations philosophiques à une anthropologie sur le terrain. Donc, on a utilisé une méthodologie multimodale, à savoir qui était innovante à ce moment-là, elle est peut-être moins aujourd'hui. Là. Donc, on a utilisé un ensemble d'outils de captation des situations et des perspectives et on a cherché justement à observer de manière systématique les situations en s'en rapprochant le plus possible. Donc, on voulait capturer le réel des déplacements sans tomber dans la subjectivité des personnes ou celle de l'anthropologue. Donc, on ne voulait pas juste décrire au niveau de notre conscience, d'avoir un travail phénoménologique. On voulait aller peut-être un petit peu plus loin que ça. Donc, ça a été tout un enjeu et on voulait décrire et traduire en profondeur des situations et garder ces mêmes situations-là en tant que telles en passant par le récit rétrospectif ou explicatif. Donc, vous voyez là, dans la première image qu'on a ici, une caméra d'action et c'est ce qu'on a utilisé en fait pour enregistrer les différents trajets des personnes. Donc, les personnes, je vais vous en parler un petit peu plus. Là, on a un exemple juste en bas, là, justement, une personne avec une canne blanche qui embarque dans un autobus. Ça, c'est une des images là, qui avait été captée. Donc, au niveau méthodologique, on a travaillé avec 19 personnes. Quand je dis on, c'est moi. Là, mais, j'ai travaillé avec 19 personnes, un groupe d'usagers en fauteuil roulant manuel, fauteuil roulant électrique, et un groupe de personnes ayant une déficience visuelle, allant justement de l'utilisation de la canne blanche à des personnes qui utilisent des chiens d'assistance. Donc, vraiment une grande diversité chez les personnes. On parle de deux groupes, mais la diversité à l'intérieur de ces groupes-là était quand même assez importante. Et ce qu'on a fait, j'ai commencé par des entrevues ouvertes et semi-dirigées avec les personnes. Donc, j'ai essayé de comprendre leurs habitudes de déplacement, qu'est-ce qui se passait, c'était quoi les aspirations, où les gens, justement, là, allaient dans la ville, qu'est-ce qu'ils faisaient au niveau du travail, au niveau de l'école, au niveau des loisirs, tout ça. Et ce que j'ai fait suivant ça, là, je les ai mis ensemble ici, mais ça, c'est une première entrevue. Ensuite, j'avais des entrevues mobiles avec les personnes. Donc, j'allais avec les personnes dans leurs différents déplacements pour leur poser des questions, penser le déplacement en situation, penser la situation à partir de l'intérieur. Et ces observations-là ont été faites directement parce que j'y étais, mais aussi indirect à travers les enregistrements, à travers les caméras. Donc, les personnes utilisaient de manière autonome les caméras pendant entre 2 et 1 mois. Et il y a eu des centaines d'heures, justement, là, de trajets qui ont été filmés. Et ensuite, les personnes pouvaient faire une narration dans la situation de ce qui est en train de vivre, ce qui faisait l'expérience, ce qui fait décrire certains éléments, certains obstacles, certains facilitateurs. Et on me disait, par exemple, ben là, je m'en vais prendre un café avec mes amis, tout ça. J'aime bien passer ici à cause justement de la qualité du trottoir, tout ça. Et ça nous permettait justement d'avoir une description à partir du point de vue de la personne dans son environnement. Ensuite, il y avait un retour sur l'expérience et différents commentaires qui étaient faits.
justement dans une entrevue dans laquelle on faisait une co-analyse, une co-description justement euh, des différentes vidéos tournées. Donc, ça nous permettait justement là, de toujours garder la situation, de ne pas juste être dans une rétrospection à distance, mais toujours s'y tenir et de voir justement qu'est-ce qui était produit, comment est-ce que ça se faisait, qu'est-ce qui se passait en fait. Et la dernière chose, c'est que dans les caméras, il y avait des modules GPS et les modules GPS nous ont permis justement de mettre en carte l'ensemble de ces enregistrements-là. Ce qui est intéressant parce que ça nous montre justement les zones d'habitation, ça nous montre les tendances, les patterns, les habitudes, comment est-ce qu'une personne habite la ville et on voit justement que le milieu de la personne ne se recoupe pas nécessairement sur le territoire de la ville. Donc, chaque personne a son territoire en tant que milieu. À travers la ville, mais il y a des endroits dans une ville qu'on ne veut pas. Donc, ça donne une considération autre pour le territoire occupé, l'habité des personnes, justement, dans une ville. Et je vous donne un exemple ici. Euh, donc, je l'ai appelé Marc. Je ne sais pas si vous entendez le son. Il n'y a pas de son. Non, on n'entend pas. Ça me pose problème un petit peu. Essayez de me retrouver là-dessus. Oh, une branche d'arbre. OK, ça fonctionne, parfait. Donc, Marc est une personne aveugle qui est avec son chien qui s'appelle Sal. Et justement, Marc s'en va prendre un café avec un collègue. Justement, il sort du bureau sur l'heure du midi. Donc, on voit justement là. Bon chien. Oh, il y a des tréteaux aussi sur le trottoir. Ah, mon chien. Bon chien. Tempête au pied. Tempête détour. Bon chien. Donc, on a accéléré pour pas que ça soit trop long, mais on voit comment, justement, on compose avec différents éléments de l'environnement. Les branches sont mal taillées. On doit considérer justement que Marc est complètement aveugle. Et Marc connaît son environnement, se remémore, a en mémoire son environnement, différents trajets, et des modifications temporaires à son trajet deviennent assez problématiques pour lui dans son repérage. Et ça pose problème au niveau de la mobilité. Ça, on s'entend qu'il n'y a rien de planifié ici. C'est quelque chose qui a été filmé de manière très, très anodine, très quotidienne. Et là, on va voir Marc arriver dans un chantier de construction. Oui. Il y a des travaux? Oui, il y a des travaux. Ah, OK. Bon, je peux passer, c'est une espèce de petit train secondaire. OK, puis comment je fais pour me rendre jusqu'à la rue du Pont? Je suis rue du Pont, je suis en train de vous emmener là. OK, puis parce que moi, je veux traverser vers la droite, je me rends jusqu'à Saint-Joseph. Oh, OK, là, on est du mauvais côté, dans le fond, il faut faire tracer. On virait de bas, si vous voulez, vers Saint-Joseph, c'est l'autre côté. OK. Ben, je veux dire, ça peut pas passer par Dupont? Ben oui, je vais faire passer du pont. C'est que là, dans le fond, on est comme. On est sur l'arène. Mais OK. Dans le fond, du pont, carrément, on fait passer l'espèce de petite trail. Écoute, arrête bien, monsieur, c'est pas dangereux. OK, puis je vais repogner la rue du Pont? Oui, tu vas être sur le pont de l'autre côté. Est-ce que je peux prendre votre bras? Oui, il n'y a pas de problème. Allez-y. Merci. Un bon chien, ça? Oui. Ici, ça va descendre un peu. Merci. C'est ça ici, le fond descend le trottoir. OK. Là. Ici, on descend. OK. Parfait. On va tourner légèrement vers la gauche. Ouais. Pas pire, le chien allait savoir un peu où sont les lignes. Ouais, ça va, parce que dans le bruit, c'est pas évident. Ouais, c'est sûr.
Là, dans le fond, on va virer légèrement à droite, dans pas trop long. OK. Tout. Ouais, c'est beau. OK, comme ça. Parfait. Attendez 2 secondes. Allez, prendre votre bras si vous voulez. On va continuer tout droit. Attention, ici, il y a une petite branche, il y a un arbre juste là, ici. Ouais. Parfait. Là, on est revenu sur du pont, sur le trottoir. OK. Là, je file vers Saint-Joseph. Ouais, vous filez vers Saint-Joseph, on vous amener il y a une grille, dans le fond. OK. Je poignais ton bras ici, juste on va virer par ici, Pitou. Ah ouais, là, on descend le trottoir, là, c'est le Pitou qui est en train de descendre. Vous aussi. Là, pouvez-vous m'amener jusqu'à l'autre coin de l'autre bord, mettons? Ouais, je vais t'amener jusqu'à l'autre coin. Comme ça, tu vas être sorti de... Tu vas être déjà sur le trottoir. Parfait, là, t'es rendu sur le trottoir après la rue La Salle. OK, fait que là, je continue comme ça vers Saint-Joseph. Je pense. Ouais, OK. Parfait. Ben, merci beaucoup. Donc, on voit dans une vidéo comme ça, dans une situation là, très, très, très qui n'est pas anodine, en fait, mais qui est une situation qui est quotidienne, qui arrive à la personne que on se retrouve en situation de handicap parce qu'on perd nos repères, justement. Là, il y a un bris, justement, au niveau de la chaîne de déplacement. Mais comment il y a une réadaptation qui se fait justement à travers l'aide humaine. On se retrouve justement avec quelqu'un qui, souvent on va dire, bon, on a besoin d'une formation, tout ça pour aider les gens, mais là on voit comment le contact humain, hein, ce contact-là, un contact qui est vraiment de personne à personne, et la personne se met à décrire justement de façon peut-être un peu instinctive l'environnement et commence à donner des indications. Et ça permet justement d'éliminer la situation de handicap. On a une situation qui se présente, qui est problématique, mais qu'on se retrouve, on retrouve notre chemin. Et donc, ça se résout justement à travers les différents facteurs humains, les différents facteurs environnementaux, là, comment ça vient rejouer dans la situation. Donc, je vous donnais ça comme exemple. C'est un ensemble de vidéos, un ensemble de séquences comme ça qui ont été filmées et qui nous ont permis de comprendre un peu comment les gens habitaient la ville, mais aussi quelles sont les situations de handicap qui étaient rencontrées, mais aussi quelles sont les situations de participation sociale et comment justement les gens utilisent des stratégies hein, de façon individuelle, mais aussi de façon collective, comment à travers différentes interactions, on se retrouve à être capable justement de réaliser nos différentes habitudes de vie. Là, je vois que le temps file et j'avais beaucoup de choses à vous présenter, mais j'irais peut-être dans le... Ça, c'est peut-être juste assez rapidement, en fait, là. Ça, c'est la carte. Ça, c'est une partie de la carte parce que la carte elle est beaucoup plus grande que ça pour l'ensemble de la ville. Mais je voulais vous montrer les différents trajets, justement, là, qui ont été utilisés par les personnes. Donc, on a hein, des trajets qui sont faits à pied, des trajets qui sont faits en fauteuil, il y a des trajets qui sont faits en autobus, il y a des trajets qui sont faits en transport adapté aussi. Et ça nous montre justement où on va dans la ville. Il y a des parties justement de quartiers qui sont beaucoup plus difficiles au niveau de l'accessibilité. Puis, à travailler avec les personnes, ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y a différents quartiers qu'on ne visite pas. Hein. Au niveau des quartiers centraux, quartier Saint-Jean-Baptiste, par exemple, on n'y va pas beaucoup. Au niveau du Cap-Diamant, le Vieux-Québec, on n'y va pas, on ne visite pas. L'accessibilité, c'est trop difficile. Donc, on se retrouve justement avec une ville comme justement un agencement machinique d'un côté, hein, puis je ne reviendrai pas là-dessus. Mais ce qui est peut-être important, c'est la ville comme archipel d'accessibilité. Il y a certains lieux, hein, c'est vraiment un archipel, hein, c'est pas une métaphore, c'est des endroits, c'est des îlots d'accessibilité qui fonctionnent. Les gens ont appris justement à éviter certaines zones qui étaient problématiques. Et on est capable justement d'habiter la ville à travers ces différents îlots-là qui composent l'archipel d'accessibilité. Donc, on parle de la ville de Québec comme ville accessible, mais c'est une ville qui est partiellement accessible. Il y a des endroits qui sont très difficiles et justement, les personnes ont établi leur existence justement à travers ces différentes possibilités-là qui ont été identifiées.
Donc, la ville offre des possibilités d'habitation, mais pas partout. Et justement, les gens vont choisir certains milieux, vont se déplacer dans certaines zones où, justement, il y a assez d'accessibilité spécifiquement à chacune des personnes aussi. Hein. L'accessibilité est très différente d'une personne à l'autre. Donc, ça nous a permis de voir tout ça. Là, on va très rapidement. Deuxième projet, Futur antérieur, hein, qui est un documentaire qu'on a fait durant la pandémie, qui a été filmé juste avant le début de la pandémie, avant que je parte à New York, mais on a monté pendant que j'étais à New York, mais aussi à Québec. Et ça nous donne justement une perspective de l'accès non plus comme étant un ensemble de projets techniques, un projet d'experts qui sont faits au niveau des différents ingénieurs ou des différents urbanistes au niveau de la ville, mais de montrer comment l'accessibilité de la ville a été produite justement par l'action des différents militants à travers les années. Et je vous laisse sur un petit segment ici d'une dizaine de minutes qui nous ramène au début des années 70, mais aussi jusque dans les années 90-2000, et va nous montrer comment, justement, le transport a été adapté, d'une part, mais aussi comment le quartier Limoilou a été rendu accessible à travers l'action de plusieurs militants, mais une personne en particulier. J'espère que ça marche. C'était la première fois que les gens parlaient pour eux-mêmes et s'organisaient, devenaient des militants pour leurs propres bénéfices, pour leurs propres services. Puis c'est ça qui construisait le mouvement. En 1975, il y a un projet de loi sur la protection des personnes handicapées qui est présenté par le gouvernement libéral, qui provoque un certain tollé par l'utilisation justement de ce terme de protection, alors que les personnes disaient on veut pas de protection, on veut avoir des droits. Et ça a suscité une stimulation, je dirais, de militantisme. Donc il y a tout un apprentissage du militantisme, de citoyenneté, qui se fait pendant ces périodes-là, parce que les gens n'ont pas d'expérience. Donc il y a certaines personnes qui, par leur qualité particulière de bien écrire, ou de pouvoir mettre les choses ensemble, ou de consulter les autres, vont prendre des rôles de leaders particuliers. Et c'est le cas de Mario Bolduc, qui à l'époque travaillait au ministère de la Santé et des Services sociaux, qui justement a écrit un des mémoires importants là, dans le cadre des consultations. Il y a eu jonction dans les alliances politiques qui se sont faites contre le projet de loi, donc dans les commissions parlementaires, les manifestations. À Québec, beaucoup à l'Assemblée nationale. Donc il y a eu des manifestations avec les gens avec les casques, et puis vraiment là, militants, là, puis avec la police, et puis tout ça. Donc assez mouvementé. Déjà, les leaders du groupe se sont reconnus. Et puis là, on a organisé une manifestation qui a été assez spéciale. On était 120 personnes handicapées en fauteuil roulant qui partions du manège militaire, qui se sont rendues jusqu'au Parlement. On a bloqué la Grande Allée. Là, on a pu évidemment manifester puis faire entendre notre voix. À partir de ce moment-là, il y a eu des déblocages dans le transport adapté. Il y a eu des occupations de bureaux de députés. Il y a du monde qui sont enchaînés à des grilles. C'était M. Lévesque qui a débloqué beaucoup d'argent pour qu'on ait du transport. Bon, on est allé le rencontrer, puis on avait effectivement bloqué la rue, puis on l'avait brassé pas mal avec ses beaux petits yeux bleus qui nous regardaient. OK, je pense qu'il faut que je fasse quelque chose cette gang-là parce qu'ils lâcheront pas. J'ai des collègues qui se sont enchaînés à Montréal dans une entrée de métro, qui ont resté là 3 jours enchaînés. Parce qu'ils protestaient parce que les bouches de métro n'étaient pas adaptées. Et puis oui, des manifestations, on en a fait beaucoup. Par exemple, lorsque le ministre Lazure avait fait sa fameuse conférence là, à Drummondville, nous, on a fait une manifestation. Je pense qu'il ne l'oubliera jamais. On a descendu 2 autobus à Drummondville. 2 autobus remplis de monde, de personnes handicapées.
Puis quand on est arrivé, évidemment, ça se passait dans un hôtel. Puis là, on s'est mis à chanter dans le hall d'entrée. Travailler, c'est trop dur, mais voler, c'est pas beau. Fait qu'on a commencé à y chanter ça. Là, il a sorti, il était pas de bonne humeur. Il nous a engueulés, on l'a engueulé. Mais ce qui était le plus drôle, c'est qu'on a manifesté toute la journée. Il avait fermé les portes de la salle où elle se donnait la conférence, où était le ministre Lazure. Nous autres, on voulait rentrer. Ça fait qu'on était 2, 3, puis on essayait d'ouvrir la porte. Finalement, on a réussi à ouvrir la porte, mais là, moi, je t'ai reçu un de ces coups de poing dans l'estomac. Puis j'avais un de mes amis qui était en fauteuil aussi. Lui, ça a été sur les jambes, des coups de pied sur les jambes. Oh non, ça... Je pense qu'il nous aimait pas. Il fallait toujours travailler pour essayer de faire améliorer les services. On s'est chargé là, de revendiquer pendant des années certaines manifestations, des représentations, beaucoup de lettres. Il y avait beaucoup de travail. Avec l'architecte de Québec, on a fait adapter la piscine Saint-Roch. On a fait faire des jardins communautaires adaptés. Ça sert pour vraiment des personnes qui n'ont besoin des édifices. Le stade municipal, on a fait adapter le stade municipal. Le Palais Montcalm, c'était des marches. À cette heure, on peut rentrer au Palais Montcalm. Il y a un ascenseur, il n'y en avait pas. Ils ont fait des places en haut. Aussi pour les personnes qui arrivent un fauteuil s'installent. Et on a tout fait adapter ça aussi. L'hôtel de ville, du stationnement pour rentrer à l'hôtel de ville. Ben, on va défendre nos droits. Bon, je peux y aller, défendre mes droits de taxes. J'ai une maison, moi. Je paye des taxes. C'est pas que je suis le déneigement. Je vais y aller. Je vais lui dire que le déneigement, c'est mal fait. Toutes des choses comme ça, là. Parce que le déneigement, là, des trottoirs, c'est pourri, là. Même aujourd'hui, là. Ils grattent pas. Ils font les rues principales. 3e avenue, pas de problème. Trottoir, là, pas de bosse, y a rien, c'est le trottoir direct. Mais faites les autres rues. Plein de bosse, c'est pas là. Disons, une des choses que je voulais signaler en particulier, c'est une autre personne qui fait partie de ce groupe-là, c'est tous des amis, Christian Dufour, avec son propre van et son frère, ont démarré donc le premier service de transport adapté à Québec. Donc dans leur sous-sol. Au niveau de la citation de Christian Dufour, quand il dit à partir avec son véhicule personnel, c'est quoi exactement qui s'est passé? Il a fait une demande de projet d'initiative locale. Ouais. OK? Ça durait dans ce temps-là, c'était à peu près 6 mois. Puis il a été accepté. Puis avec 2 de ses amis, Robert Turcotte puis Raymond Couit, qui ont fait les chauffeurs, il a commencé à donner du transport adapté dans Céleri pour les personnes handicapées en fauteuil roulant. Ouais. Et puis après, c'est après quand évidemment que nous autres, quand on a goûté à ça, on voulait plus, on voulait plus perdre ça. C'est quand le projet a été fini après 6 mois, c'est là qu'on a fait la manif. On était une centaine de personnes là, en fauteuil roulant, là, qu'on a bloqué à Grande Allée. Ouais. On s'est rendu au Parlement, on a rencontré le ministre, puis tout ça. Puis c'est là qu'on a fait débloquer de l'argent pour que le transport puisse continuer. Il y a un premier obstacle parce que il n'y avait pas de service de transport adapté à Québec. Le seul service de transport adapté qui existait, c'était à Montréal, qui avait été créé par les frères Forêt, OK? Qui avait été créé en 1974. Et je me suis dit, je vais présenter un projet d'initiative locale. Le projet d'initiative locale, à l'époque, c'était subventionné par le gouvernement fédéral. Et j'ai obtenu des subventions. Ça veut dire, j'ai acheté, un camion. C'était vraiment, là, un besoin. Puis j'avais engagé 2 personnes. Il y avait des chauffeurs. Il y avait un chiffre de 7 heures du matin jusqu'à 3 heures, de l'après-midi, de 3 heures d'après-midi jusqu'à 11 heures, ça veut dire du soir. Moi, je m'occupais, de l'opérationnalisation du secrétariat des relations publiques, ça veut dire tout ça. Ça a fonctionné durant 6 mois. En tant qu'organisme. Et c'est à ce moment-là, que là, j'ai eu des contacts, avec d'autres personnes, parce qu'on a organisé une marche sur l'Assemblée nationale, OK, avec d'autres personnes, d'autres représentants. En 1976, il y avait toute une période d'effervescence au Québec, parce que c'était
la fin du régime Bourassa I, c'est OK. La loi sur l'assurance maladie du Québec avait été passée, la Régie de l'assurance maladie du Québec avait été passée, ça fait que ça nous donnait déjà beaucoup plus d'outils. Et encore là, ça veut dire, à l'été 76, ça veut dire, il y avait, ça veut dire, la montée du mouvement souverainiste au Québec. Il y avait déjà 6 députés, là, péquistes, ça veut dire, au pouvoir, ça veut dire, avec l'opposition. Il y a un 3e service de transport adapté qui avait été créé, ça veut dire, à Sherbrooke, ça veut dire, avec Gaston Spooner. On a créé, ça veut dire, une corporation indépendante qui s'appelait la Corporation Déplacement Plus. Puis en même temps, ce qu'il y avait dans l'air aussi, c'était le projet de livre blanc sur la loi que toutes les personnes handicapées contestaient, le projet qui avait été présenté par l'Azur, à l'époque. Et là, celle-là, il y a eu comme là, ça a changé, OK, parce que à partir de l'arrivée du PQ au pouvoir, à ce moment-là, il y a eu la création de la Corporation Habitation Plus. Et moi, j'ai été nommé sur le conseil d'administration d'Habitation Plus. Et le mandat était d'assurer l'hébergement des personnes handicapées sur le territoire de la région 03, plus le transport assis. Fait qu'à ce moment-là, c'était la mise en place d'une structure organisée, avec des employés qui étaient bien payés, avec un directeur administratif, avec quelqu'un qui s'occupait des services directement, avec l'hébergement, les services à domicile. En tant que personne tétraplégique, mes 2 champs principal là, de revendication, comme l'accessibilité aussi d'ailleurs. Donc, ce documentaire-là qui a été fait suivant la thèse a remis beaucoup de choses au niveau des différentes stratégies collectives d'habitation du territoire. Hein, comment on rend ça accessible, comment on fait des demandes, comment on s'insère justement, comment on combat l'État d'une certaine façon, on combat la normalité des environnements justement pour créer des brèches pour le devenir des personnes handicapées. C'est pas nécessairement pensé dans ces termes-là à l'époque, mais justement, il y a eu ces initiatives-là, ces résistances-là. On a formé différents services. Hein. On a établi les bases des programmes et ensuite l'État est venu chercher ces programmes-là, est venu chercher ces initiatives-là, les a étatisées en fait. Et c'est comme ça que ça a donné les premières initiatives au niveau justement de l'accessibilité pour les personnes handicapées au Québec. Donc, moi, je pense que on ne pourra pas justement voir les autres projets que je voulais vous présenter, mais ça donne une idée, en fait, là, à comment est-ce qu'on pense justement les écologies. Les écologies, ce n'est pas juste quelque chose qui est donné là, c'est quelque chose qui se construit dans le temps, en fait, selon les territoires aussi. Donc, comment est-ce que les différents agencements de chacune des écologies, que ce soit leur strate matérielle, les strates sociales, les strates sémiotiques et discursives, hein, on parlait tantôt des différents niveaux, micro, méso, macro, mais comment ces différents niveaux-là interagissent, produisent des situations, produisent des possibilités d'existence pour les personnes, mais comment aussi il y a possibilité de changer ces écologies-là, comment il y a possibilité justement de s'insérer politiquement dans un ensemble de processus de transformation, justement, de l'écologie à la fois naturelle, l'écologie des villes, hein, en termes d'environnement bâti, en termes d'environnement sociotechnique, mais aussi comment on est capable justement de plaider hein, pour des devenirs différents, des modalités d'existence différentes qui, sont librement choisies, qui sont démocratiques, et justement là, qui sont foncièrement basées sur des capacités d'existence, sur des capacités de devenir. Donc, je pense que je pourrais terminer ça ici. Je pourrais revenir vous présenter d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses à vous parler, mais je pense que ça ferait le tour pour aujourd'hui.